Je ne voulais pas venir simplement en faisant ma présentation habituelle où je vous explique les raisons de l'effondrement et comment s'en sortir. Je voulais faire quelque chose d'original, de nouveau. Donc j'ai écrit un mini-livre que je mettrai en ligne gratuitement bien sûr demain et dont vous avez la primeur. Alors j'espère que je vais un peu le lire, un peu improviser parce que ça se fait pas juste d'être assis, je vais rester debout finalement. Mais avant cela, parce que ça va, vous avez faim? Vous tenez le coup? Bon, on va faire un petit exercice, on va tous se mettre debout. On va se dégourdir les jambes une seconde. Ok, on va lever un bras. Lever le deuxième bras. Ok, l'équipe ER, vous pouvez faire les poches. Et on peut se rasseoir. Voilà, un peu d'exercice. Très bien. Marche? Très bien, alors je vais commencer par une petite histoire. Non. Je vais le mettre comme ça parce que sinon j'y arrive pas. Alors il y a fort longtemps, il y a très très longtemps de ça, en Grèce, Zeus se rebelle contre son père Cronos. Ce fut une guerre terrible. D'un côté, Cronos avec les titans et de l'autre, Zeus, ses frères, ses sœurs, les géants et les cyclopes. Zeus, vous le savez, fut victorieux et plongea ses ennemis dans le Tartare et devint ainsi le père de tous les dieux. Deux titans, toutefois, avaient aidé Zeus dans cette guerre. Ils avaient combattu de son côté et ils furent non seulement épargnés, mais récompensés. Ils se nommaient Prométhée et son frère Épiméthée. Alors Zeus chargea Prométhée d'un rôle très important, celui de créer les hommes, à partir d'argile. Mais lui interdit de lui donner le secret du feu, afin que l'univers reste en équilibre, concept très important chez les Grecs. Voyant les hommes dans l'obscurité, Prométhée défia le commandement de Zeus, il vola le secret du feu à celui-ci, et également celui de la connaissance à sa fille Athéna. Et les donna aux hommes. Alors Zeus, furieux, enchaîna alors Prométhée sur le mont Caucase, condamné pour l'éternité à se faire dévorer le foie par un aigle, foie qui se régénère chez un immortel tous les jours, afin que le supplice puisse recommencer encore et encore pour l'éternité. Pour calmer le chagrin de son frère Épiméthée, effondré de voir son frère souffrir autant, Zeus lui offrit en mariage la première femme, Pandore, dotée de toutes les qualités, y compris la curiosité. En cadeau de mariage, Zeus et sa femme Héra lui offrirent une jarre, c'est-à-dire une boîte, avec instruction de ne jamais l'ouvrir. Et évidemment, elle l'ouvrit et de celle-ci s'échappèrent tous les malheurs du monde. Ainsi, Zeus non seulement avait puni celui qui lui avait désobéi, Prométhée, mais il a également puni tous les hommes. Car le hubris, chez les Grecs, la démesure, est un des crimes les plus importants dans leur mythologie, dans leur esprit, dans leur culture. C'est-à-dire la démesure, l'arrogance de vouloir se prendre pour un dieu et de désobéir à l'ordre divin, à l'ordre cosmique. Car avec le feu et la connaissance, c'est-à-dire la lumière, le progrès, les hommes auront la folle tentation de se mesurer aux dieux et ainsi s'élever au-dessus de leurs conditions, ce faisant déréglant l'univers. Pour compenser cela, il fallait donc qu'il soit constamment remis en place, rappelé à l'équilibre par les mots que Pandore avait libérés. Alors en philosophie, le mythe de Prométhée est admis comme une métaphore de l'apport de la connaissance aux hommes et en général est universellement vu comme étant quelque chose de positif, c'est-à-dire que Prométhée est vu comme un héros bon, comme une divinité bonne pour l'homme. D'ailleurs, on voit une statue de Prométhée sur l'esplanade du Rockefeller Center à New York. Et pourtant, on voit des personnes comme Mary Shelley, l'écrivain, qui avec son roman Frankenstein, le Prométhée moderne, donc Frankenstein, The Modern Prometheus, avait brillamment perçu cette démesure et métaphoriquement ou de manière réelle, si vous y croyez, cette fable, cette mythologie, elle devrait servir à nous rappeler que nous devons faire très attention avec le progrès, très attention avec cette lumière. Et d'ailleurs, on retrouve des éléments de ce mythe dans le récit biblique d'Adam et Ève, chassés du paradis pour avoir goûté aux fruits de l'arbre de la connaissance. Et puis Prométhée, porteur de lumière aux hommes, ressemble fort à un autre porteur de lumière, aussi nommé dans la mythologie juive, dans Isaïe, lumière de l'aube ou encore étoile du matin, et dont le nom latin est Lucifer. Ange favori de Dieu, déchu, portant aux hommes lumière et instruction. C'est tiré donc de la Bible. Alors ce préambule mythologique fait, je souhaite en fait couvrir un thème que j'ai pas
beaucoup couvert dans mon livre, mais surtout qui est rattaché à ce que vient de dire Pierre. Je voulais vous parler des oligarchies, et un petit peu de quelle est mon expérience modeste, mais aussi des lectures que j'ai faites. J'ai bossé 3 semaines sur cet article, donc j'espère avoir sorti pas mal d'informations et de chiffres factuels à vous donner. Alors oligarchie qui vient du grec oligarchia, qui vient de oligos, petit, et archo, commandé, donc peu de gens qui commandent, est une forme de gouvernement où le pouvoir est réservé à un petit groupe de personnes qui forment une classe dominante. Alors au-delà des chiffres que j'ai cherché, mon expérience personnelle, d'avoir un petit peu côtoyé ces gens un temps, j'ai aussi pris pas mal de chiffres dans l'ouvrage Superclass de David Rothkopf. Vous verrez, je mettrai toutes les informations en ligne. Alors, qui sont les gens qui dirigent le monde aujourd'hui? Pierre en a parlé, a donné une facette, un élément très intéressant et factuel, et dans ses livres, on peut en découvrir beaucoup. Et c'est vrai que si on allume la télévision aujourd'hui, ce que j'espère vous ne faites plus, on pourrait croire que des personnages comme Obama, Cameron, Merkel, Abe, Poutine, Hollande dirigent le monde. Or, bien sûr, et puis bien sûr, on pourrait rajouter un roi d'Arabie Saoudite par-ci par-là et un milliardaire influent par-ci par-là. Mais la réalité, elle est autre, elle est bien plus complexe, elle est bien plus factuelle aussi. Car les hommes d'État, les hommes politiques ont certes une influence, mais ils ne sont pas de loin ceux qui tirent toutes les ficelles. Il y a un certain nombre d'acteurs politiques, industriels, économiques, financiers, militaires, médiatiques, mais aussi artistiques qui influencent le monde. Ces élites, je vais finalement m'asseoir, parce que ça je me concentre sur une seule chose, pas 3. Ça va la vidéo? Merci. C'est rare que je lise. Donc, ces élites ont toujours été présentes dans les organisations humaines, par la force souvent, parfois par l'intelligence et la ruse, et exceptionnellement par l'exemple et des actes héroïques. Des gens se font remarquer, s'élèvent au-dessus des autres, sont craints, admirés, suivis, vénérés par la masse, que celle-ci soit une tribu, une cité, une nation ou un empire. Ces oligarchies ou élites sont parfois bienveillantes. Je pense par exemple à certains rois ou certains grands administrateurs, comme chez vous en France, Colbert, qui ont à cœur le développement et la richesse et même le bonheur de leur peuple. Parfois, les oligarchies peuvent même imposer aux monarques ou aux dictateurs le partage de ces pouvoirs avec d'autres couches de la société. Un exemple de ce processus qui m'est venu à l'esprit, c'est l'Union des nobles d'Angleterre en 1215, forçant le roi Jean à signer la Magna Carta, qui est la reconnaissance tacite de l'existence d'un contre-pouvoir et de l'affaiblissement du pouvoir royal. C'est le début de la bourgeoisie marchande anglo-saxonne, l'un des points de départ avec l'imprimerie, la réforme, la Renaissance et avec les Lumières du monde moderne, pour le meilleur comme pour le pire. Parfois, certains, après une vie de rapine et de gestion sauvage, certaines de ces élites se rachètent une sainteté, enfin en tout cas ils essayent, en léguant une grosse partie de leur fortune à des œuvres publiques, comme l'ont fait des Andrew Carnegie, des JP Morgan, des Rockefeller, Vanderbilt, Guggenheim, ou plus récemment, dans notre génération, des Gates, donc Bill Gates, des Ted Turner ou des Warren Buffett. Alors qui sont précisément ces élites et quel est leur pouvoir réel? Tout d'abord, ce sont des gens de pouvoir et d'influence, plus que d'argent, bien que souvent, ils sont aussi très riches. Mais c'est essentiellement pouvoir et influence. Alors évidemment, ce sont des capitaines d'industrie qui façonnent le monde, par exemple. Typiquement, un Steve Jobs a influencé nos vies. Des hommes d'État, parfois. Des gens qui changent le destin d'une nation, comme Vladimir Poutine en Russie. Certes, des milliardaires. Certes, certaines têtes couronnées qui comptent. Par exemple, le roi Abdullah d'Arabie Saoudite, il compte. Certains leaders religieux, évidemment, comme le pape, ou certains chefs de sectes. Il y a des grosses sectes dans le monde. Il y a des personnages influents des arts... je pense à Bono, par exemple. Si vous avez des enfants, vous savez à quel point ce Sud-Coréen psy, mes enfants ils me cassent la tête avec ça, ça influence le monde. Non, on l'a tous dans la tête, cette mélodie. Bon, mais c'est rare. Il y a des moguls de médias comme Rupert Murdoch, par exemple, qui possèdent des chaînes, vous avez Berlusconi en Italie, avant qu'il fasse de la politique, par exemple. Il y a des grands patrons de studios de cinéma, par exemple les frères Weinstein à Hollywood, ou des producteurs de musique, ceux qui ont lancé le rap, et comme l'explique très bien notre camarade Cardet, ont clairement influencé la culture mondiale. Donc ça a clairement une influence. On a des chefs militaires, comme par exemple l'amiral Mike Mullen aux États-Unis, par exemple. On a des recteurs d'université qui façonnent des générations futures de cerveaux. Le recteur de Harvard, il a une sacrée influence dans le monde. On a des personnages un peu plus dans l'ombre, par exemple dans les grandes agences du renseignement, CIA, etc. Par exemple, vous connaissez Tamir Pardo? Pourtant vous devriez, c'est le directeur du Mossad, c'est important.
Il y a aussi évidemment des think tanks, dont Pierre Hillard en parle beaucoup. Par exemple, ceux qui m'ont beaucoup marqué par leur influence, c'est le Project for the New American Century, Chatham House en Angleterre. Évidemment, on connaît le Council on Foreign Relations, Heritage Foundations, la Fondation Bertelsmann, etc. Il y a des lobbies industriels, pour le téléphone, pour le pétrole, pour l'industrie de l'armement, etc. Il y en a beaucoup. Et puis pour des intérêts nationaux. Il y a le CRIF en France, le AIPAC aux États-Unis pour Israël, par exemple. Les banquiers centraux. Ben Bernanke influence votre vie, il influence le monde. Il y a des membres de la haute finance, les patrons de grandes banques, Lloyd Blankfein de Goldman Sachs, par exemple. Et puis, il y a des personnes de réseau. Je connais bien, par exemple, ce monsieur, Klaus Schwab. C'est lui le patron du World Economic Forum, Davos. Lui, son boulot, c'est de mettre en réseau des gens influents. Il a un sacré carnet d'adresses, croyez-moi. Ça, c'est quelqu'un qui peut contacter n'importe qui à n'importe quel moment. C'est quelqu'un qui a énormément d'influence. Il n'est pas forcément milliardaire. C'est pas un homme politique. Il a de l'influence, pourtant. Ou on a de temps en temps des personnalités très médiatiques. J'ai pensé à cette Birmane, Aung San Suu Kyi, qui, par son rayonnement médiatique, peut passer et peut-être influencer le monde, peut-être plus modestement que le patron du Mossad, mais tout de même. Et puis, sans oublier le moustachu à la mode du jour, Hitler, Staline, Saddam Hussein, Ben Laden, Kadhafi hier, et Bachar el-Assad aujourd'hui. Mais ce sont des gens qui ont tout de même de l'influence. Alors combien sont-ils? On estime que dans le monde, il y en a entre 6 000 et 8 000, pas plus. C'est un nombre qui peut varier en fonction des années, et de la disgrâce ou du bonheur de certains, mais pas beaucoup. C'est-à-dire à peu près 1 sur 1 million. Ça c'est marrant, ça coïncide. Alors c'est assez discriminé, hein. Il y a 94% d'hommes et seulement 6% de femmes, si on fait la liste de ces gens-là. Et il s'agit en majeure partie d'Américains, d'Européens, et il y a de plus en plus évidemment de nouveaux membres venant de Russie, d'Asie, Inde, Chine, Japon, ou d'autres pays émergents, Brésil, Nigeria, etc. Ça augmente très fort. Selon la manière de compter, il y a 20% de chrétiens, entre 15 et 40% de juifs quand même, entre 2 et 6% de musulmans, il y a quelques autres croyances, il y a des religions orientales, quelques sectes, et beaucoup d'entre eux se considèrent sans religion. Alors nous ne nous voilons pas la face, si un Bono ou la mère Teresa du jour sont influents, la vraie puissance réside tout de même dans la concentration de l'influence et de la richesse de plus en plus liées. Et ça c'est un point très important dont je voulais vous parler. C'est que si on prend aujourd'hui la richesse dans le monde, on voit que le 0,001% des plus riches détiennent 30% de la richesse mondiale. 0,001% détiennent 30%. Souvent on nous dit ouais, 1% détiennent 90%. Je sais pas. Mais en tout cas, les chiffres que j'ai, c'est que 0,01% détiennent 30%. Le 0,01 suivant détiennent 19%. Et le 0,1 suivant, 32%. Je mettrai un tableau. Et donc, les 99,9% qui restent, c'est-à-dire nous, vous, moi, il nous reste 19%. Et dans ce 19%, vous, moi, on est tout en haut par rapport aux Maliens, par rapport à l'habitant du centre de l'Inde, etc. Ça, c'est un effet de concentration des richesses. Cette concentration, elle a toujours existé en réalité. La richesse d'un chef de guerre, d'un roi, d'un grand marchand a toujours été des milliers de fois supérieure à celle du commun des mortels de son époque. Certes, les situations de guerre permettent à un individu de concentrer des grands pouvoirs, ce fut le cas au hasard, Jules César, Gengis Khan. Certes, le commerce international et l'enrichissement très concentré a permis une concentration dont ont profité des marchands comme les marchands hollandais ou finalement des banquiers. Le banquier est un marchand, une sorte de marchand comme la famille Médicis à Florence, ou les robber barons américains du 19e siècle, certes. Mais depuis la fin de la guerre froide, et en fait le début de la seconde globalisation, la première ayant été avant la Première Guerre mondiale, cette concentration s'est accélérée. C'est normal. L'humain et les organisations humaines fonctionnent par la concentration. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a dans le monde 4000 religions. Seules 10 ont plus de 1 million de fidèles, et seulement 2 de ces religions ont plus de 1 milliard de fidèles. C'est normal. C'est un peu la loi de Pareto. Pareil pour les militaires, il y a 200 pays qui ont une force armée, seulement 4 ont une armée crédible, non pas la France, je suis désolé, et seulement un pays peut projeter des forces conséquentes à travers le monde entier. Pour le nucléaire, il y a 9 pays officiellement, enfin j'ai ajouté Israël bien sûr, donc 8 plus 1, qui ont l'arme atomique, mais seulement 4 ont une capacité de deuxième frappe, c'est-à-dire qui ont vraiment une crédibilité de force nucléaire.
Pour des millions de joueurs de tennis ou de basketball, il y a un Roger Federer et il y a un Michael Jordan, avec les salaires qui vont avec. Il y a dans le monde près de 30 000 millionnaires en dollars, mais il n'y a que 30 000 personnes qui ont une fortune de plus de 100 millions de dollars. Quant à la richesse, la paye des directeurs généraux, donc des CEO, des grands groupes est passée, en rapport au salaire moyen de l'entreprise, de 25 pour 1, donc 25 fois plus que le salaire moyen en 1980, à 350 fois plus que le salaire moyen en 2010. Le salaire annuel moyen d'un PDG d'une grande entreprise, donc une très grande entreprise, c'est aujourd'hui 9,7 millions de dollars. Et il augmente de 6,5% par an. Et vous, il a augmenté combien au salaire cette année? Et donc, cette concentration, elle est encore plus forte lorsqu'on regarde l'influence. Je vais vous prendre un exemple. Prenez les 2000 entreprises les plus grandes du monde. Elles emploient à peu près 70 millions de personnes. Ça veut dire que si on ajoute leur famille à ces 70 millions de personnes, c'est que l'influence de ces 2000 entreprises, elle influence à peu près un demi-milliard de personnes, 500 millions. Si on ajoute les épouses, les maris, les femmes, le parent numéro 1, parent numéro 2, on doit dire. Il faudrait ajouter à ça les innombrables fournisseurs et distributeurs qui dépendent plus ou moins directement de ces entreprises. Par exemple, une société comme Procter & Gamble, qui fait des produits de consommation courante, cosmétiques, etc. Elle rassemble près de 30 000 entreprises dans son réseau. Donc il faudrait multiplier par un facteur de 1,5, 2 ou 3 l'influence de ces 2000 entreprises, puisque ça impacte aussi les employés, des fournisseurs, des distributeurs, etc. Mettons un facteur 2, donc on arrive à 1 milliard. 1 milliard de personnes influencées par 2000 entreprises, qui elles sont dirigées par un directeur général, chacune, et d'un conseil d'administration. Sauf que, comme ces directeurs généraux sont nommés par un conseil d'administration et mesurés sur la performance boursière des actions en bourse de la société, en sachant que 30% des volumes des transactions boursières sont faits par des hedge funds, et que les 30 plus grands hedge funds représentent 85% du volume de trading de tous les hedge funds, vous avez en fait 30 directeurs de hedge funds et leur conseil d'administration à la tête de sociétés comme Bridgewater, Paulson, Quantum, Moore, Man Group, BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs. En plus, on pourrait rajouter quelques gestionnaires de fonds de pension et de fonds de souverains comme celui de la Norvège, l'Arabie Saoudite, Abu Dhabi, Koweït, Qatar. Vous avez une poignée d'hommes qui impactent directement la vie de milliards d'individus. Cette concentration, de cette manière, n'est jamais arrivée dans l'histoire humaine. C'est la première fois. Et quand on regarde qui sont ces gens, on se rend compte que elles sont issues de strates sociales, certes, beaucoup plus diverses aujourd'hui qu'il y a quelques décennies, mais on se rend compte aussi que 30% de ces élites, elles viennent de 20 universités. Donc il y a aussi une concentration de ce qu'elles ont appris, et donc nous allons voir de leur mode de pensée, de leur philosophie, de leur idéologie et de leurs influences. Aussi, grâce à la technologie moderne, ces élites, elles se connaissent toutes entre elles. Dans le temps, le patron d'une grande entreprise japonaise, on va dire il y a un siècle, ou il y a 50 ans, ne connaissait pas forcément le patron d'une grande entreprise américaine ou européenne. Aujourd'hui, c'est le cas. Ils se réunissent, ils font des dîners entre amis, comme je l'ai dit, ils ont fait les mêmes écoles. Donc ils se voient lors de réunions d'anciens élèves, parfois dans des réunions de confréries maçonniques, ça arrive. Ils participent à des think tanks géopolitiques, dont Pierre Hillard en mentionne quelques-uns, la Trilatérale, Young Leaders, etc. Ils se voient régulièrement à des conférences comme celle du World Economic Forum, du Bilderberg, du Bohemian Grove, du Father and Sons Group en Amérique latine, Club du siècle en France, et bien d'autres encore où l'intérêt n'est pas, et ça c'est important, l'intérêt n'est pas dans ce qui se dit dans les sessions plénières. Vous pouvez vous faufiler dans le Bilderberg, vous n'entendrez rien de particulièrement scandaleux ou de terrible. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se dit dans les couloirs, dans les sessions privées, dans les suites des hôtels, affaires, alliances, résolution de conflits, partie de jambes en l'air parfois, si on en juge par le nombre de couples que forment ces élites avec des jeunes et jolis journalistes, prétendument indépendantes et de gauche. On est loin de la réunion occulte de sectes encapuchonnées, mais comme l'a montré Pierre Hillard, il y a parfois des plans, et très très souvent ces plans sont annoncés. Et je trouve personnellement assez fascinant
de voir que les plans se cachent à la lumière de tous, à la vue de tous et à la lumière du jour. C'est souvent là que l'on rejoint les recherches d'un Peter Day-Scott et ses concepts de supramonde et d'état profond. Alors ces élites se connaissent toutes, presque toutes entre elles, et se côtoient régulièrement. Et si ce n'est pas le cas, elles sont toutes à 1 ou 2 coups de fil les unes des autres. Ça aussi c'est nouveau. Très souvent, leurs enfants se fréquentent et se marient entre eux. Et en fait, on voit qu'une caste est en train de se former. Et bien qu'il y ait en fait un ascenseur social assez bien considéré de leur part, et Pierre le montrait tout à l'heure, où on repère des talents et on les fait monter et on les coopte à l'intérieur de ce groupe qui est de plus en plus fermé, mais qui voit d'un bon œil des gens intelligents qui viennent de l'extérieur. C'est que en fait, ce 109, il permet finalement de pallier au manque d'ambition de la 2e ou 3e génération, notamment chez les filles, et d'apporter des idées nouvelles ainsi qu'un léger renouvellement. Et en fait, de leur point de vue, la méritocratie est une valeur importante. Alors, dans les faits de l'histoire réelle et personnelle de la plupart de ces gens, la réalité, elle est aussi qu'ils ont eu beaucoup de chance. Tout d'abord, c'est vrai, ils sont souvent issus d'un milieu quand même très aisé. Et surtout, ils sont nés au bon endroit et au bon moment. Comme le dit souvent en rigolant le milliardaire Warren Buffett, s'il était né à une autre époque, il aurait sûrement fini avec le physique qu'il a, comme déjeuner d'une bête féroce. Et personnellement, mon expérience m'a montré, en fréquentant quelques-unes de ces personnes, c'est qu'elles ont en général une très grande intelligence, elles ont un instinct du réseau très développé, c'est pas des gens taciturnes, solitaires, ils savent communiquer, ils savent connecter en réseau. Ils ont une capacité impressionnante de travail. Pour avoir connu Silvio Berlusconi il y a plus de 25 ans, avant qu'il se lance en politique, je me suis dit que c'était plié. Les gens en face, ils n'ont aucune chance. Le mec, à 8h du matin, il a déjà amassé plus de boulot que n'importe quel politicard italien ne fait dans la journée. Facile. Donc c'est clair qu'il les a tous bouffés quoi, dans les années 90. Et j'ajoute que, et en plus, il fait ce boulot en ayant fait une soirée Bunga Bunga la veille. Et ce qui m'amène à parler en fait du fait que la plupart de ces élites, elles ont une grosse dose de pathologie. Ce sont souvent des personnalités narcissiques, neurasthéniques, obsessionnelles et mégalomaniaques. Parfois, c'est carrément de la psychopathie. Cette pathologie qui ne touche officiellement que 1% de la population est bien plus diffuse dans les hautes sphères du pouvoir. Beaucoup de ces élites sont extraordinairement froides, calculatrices, impitoyables envers les autres, bien plus que la plupart des gens. Ce qui peut dire, vu l'augmentation de la psychopathie dans le monde moderne. De plus en plus, et surtout j'ai remarqué dans le secteur financier, ces hommes, et très peu de femmes, ne se préoccupent que de la poursuite de leur enrichissement, de leur glorification personnelle, et à l'exclusion de toutes les autres considérations. Ils semblent ne pas être affectés par l'effondrement des entreprises qu'ils ont causé, et se présentent avec désinvolture, sans regret, et très peu dérangés par le chaos qu'ils ont causé autour d'eux. Alors bien sûr, ils ne se soucient pas trop de ceux qui ont perdu leur emploi, épargne et investissement à cause de leurs décisions. Tout ça, c'est de la perte et profit, nothing personal, rien de personnel. Alors évidemment, je ne voudrais pas généraliser, car c'est vrai, je dois reconnaître, j'ai connu des gens formidablement bons, hein, bienveillants et ouverts, et je dois les citer, parce qu'ils verront peut-être la vidéo, et je pense notamment à vraiment des gens sincèrement extraordinaires, un Marc Benioff de Salesforce.com, ou un Ray Lane chez Kleiner Perkins, ou un Patrick Audi à Lombardier, ou un Mustapha Sarang en Égypte, du Sarang Group. Mais enfin, c'est pas la norme. La réalité, c'est que certains sont assez violents. Et d'ailleurs, pour prendre comme exemple un Larry Ellison d'Oracle ou un Bill Gates de Microsoft, ils s'en vantent, ils incitent lors de conférences en public à littéralement tuer la concurrence. J'ai entendu des conférences où on disait il faut que vous mettiez sur la paille vos concurrents, il faut que leurs enfants aient faim. Voilà, c'était comme ça qu'on nous motivait pour être bons, quoi. Ou par exemple une Madeleine Albright qui disait que l'avancement des intérêts géopolitiques des entreprises américaines valait bien la mort de 500 000 enfants irakiens. C'est les Arabes. C'est comme ça. Et donc, ce qui est intéressant surtout, c'est que ces pathologies, c'est pas un problème pour eux. En réalité, ce sont un atout. Parfois, c'est le moteur psychologique de leur réussite, car ils sont à la source de l'ambition de ces gens. Là où une personne normale, douée, travailleuse, s'arrête satisfaite une fois ayant atteint des objectifs raisonnables d'une vie, je sais pas,
création d'une entreprise ou d'un commerce florissant, à assurer la marche et la réputation d'un cabinet d'une profession libérale, accumuler quelques millions en épargne et actifs. Non, ces élites ne voient pas une fin, mais voient une étape. Elles n'en ont jamais assez, elles veulent plus, et encore plus. C'est leur nature. C'est là où je vais vous raconter une deuxième petite histoire. C'est l'histoire du scorpion de la grenouille, vous la connaissez peut-être. Elle est assez connue. Il y a un petit scorpion qui veut traverser une rivière. Or, il ne nage pas, il ne sait pas nager, il va couler s'il la traverse. Donc, il voit une grenouille. Il va la voir et dit « Grenouille ». D'habitude, je la fais avec l'accent marseillais, mais je ne vais pas le faire. « Grenouille, dis-moi, laisse-moi monter sur ton dos, tu n'as qu'à nager, et ainsi tu me feras traverser de l'autre côté de la rivière. » Alors la grenouille le regarde et dit « Mais non, tu es un scorpion, tu vas me piquer. » Et non. Et le scorpion lui dit « Mais réfléchis. Si je te pique, tu vas couler et moi avec, donc je vais mourir. Ça n'a aucun sens. Jamais je ne vais te piquer. Laisse-moi grimper sur ton dos. » Alors, la grenouille réfléchit. D'accord, viens sur mon dos. Le scorpion monte sur le dos de la grenouille commence à nager à travers la rivière. Au milieu de la rivière, tac, le scorpion la pique. La grenouille est paralysée, commence à couler. Et avant de mourir, elle arrive à lui dire « Mais pourquoi tu as fait ça? Tu vas mourir. » Et le scorpion répond « C'est dans ma nature. » Et oui, et c'est ce qui m'a le plus surpris dans ma courte expérience auprès de certaines de ces élites, c'est pas tellement leur attitude finalement très rarement obscène ou arrogante, c'est surtout d'ailleurs l'attitude de leurs enfants, qui sont nés littéralement avec une cuillère d'argent dans la bouche, et qui se fréquentent que entre fils d'eux, et qui développent une attitude réellement élitiste avec le mépris des autres, notamment du petit personnel, ça je l'ai vu, et presque la conviction d'être une race à part, élue. Et encore une fois, je généralise, bien sûr, certains des enfants que j'ai pu côtoyer, et malgré une abondance de ressources qui ferait passer n'importe lequel de nos enfants rois pour un mendiant rome volontairement handicapé par ses parents, sont restés à la tête sur les épaules, et même avec une saine ambition. Je pense aux enfants de l'Agacan, par exemple. Mais le trait psychologique le plus marquant est probablement, comme pour nous tous, l'individualisme. Cet individualisme fait que ces élites sont rarement coordonnées et ont, comme dans un lycée, si vous vous rappelez comment c'était, des dissensions parfois très fortes, de la compétition acharnée entre eux pour être le plus en vue, le plus riche, le plus médiatisé, le plus grand baiser, le mieux habillé, ou celui avec la plus grosse quéquette, représenté par le plus grand yacht, ou l'avion privé customisé à la dernière mode. Quant à leurs intérêts philosophiques et géostratégiques, la plupart roulent d'abord pour les intérêts de leurs entreprises et de leur secteur d'industrie, donc ce qui les paye, ce qui les rémunère, et soutiennent donc les lobbies qui les représentent. Je me souviens qu'en 1992, la société de téléphone AT&T avait sur ses fiches de salaire plus de 1000 lobbyistes à l'œuvre et dépensait $1 milliard par an pour faire avancer ses intérêts. En face de cette puissance, le consommateur, le citoyen, il ne pèse rien. Acheter un homme politique, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire en tant qu'entreprise. Bon, il faut les moyens, mais c'est pour ça que les PME vont pas bien. Elles n'arrivent pas. D'autres militent pour une cause nationale, comme ceux qui composent depuis le début des années 50, ce qu'un Peter Dale Scott appelle un État profond. Donc par exemple, les patrons de la CIA, des patrons du FBI, par exemple, vous ne pouvez pas comprendre l'histoire récente des États-Unis si vous ne lisez pas attentivement la biographie et l'histoire personnelle d'un J. Edgar Hoover. Ou pour les plus récents, d'un Zbigniew Brzezinski, d'un Dick Cheney, d'un Donald Rumsfeld, ou de Richard Pearl, ou d'un Wolfowitz. Vous passez à côté de l'histoire moderne si vous oubliez ces noms et leurs histoires. D'autres encore sont au service des intérêts d'un pays étranger, comme par exemple le puissant lobby pro-israélien, ou d'autres saillants, ou des politiciens carrément à la solde de puissances étrangères, comme ce fut récemment le cas de plusieurs chanceliers de la République fédérale d'Allemagne, au moins un Premier ministre britannique et au moins un président de la République française. Je ne peux pas dire les noms parce que ce serait sous le coup de la loi, mais je pense que vous voyez qui c'est. Alors ces intérêts, ils s'opposent souvent, mais parfois ils convergent. Et parfois ils viennent de loin, et comme Pierre l'a montré, il y a parfois des véritables conspirations qui ont lieu. Mais certainement quand ces intérêts convergent, par exemple lorsque
lors de la guerre contre l'Irak en 2003, on a vu que les lobbies de l'industrie d'armement, ceux de la finance, ceux du pétrole, ceux des militaires et des lobbies pro-israéliens, ils ont convergé pour vendre au public et de faire cette guerre. Récemment, on a vu, par exemple, contre la Syrie, que ces intérêts n'ont pas convergé. Au contraire, ils ont divergé. On a vu que les milieux industriels et militaires étaient contre. Et on a vu, par exemple, que, si on veut, l'État profond israélien était très divisé sur la question. Il est toujours très divisé sur la question. On pourra peut-être en parler plus tard. On remarquera aussi que les politiciens sont en Occident de plus en plus aux ordres de ces forces profondes, qui ne sont finalement de plus en plus que des... Et donc les politiciens sont de plus en plus des porte-paroles, certes coûteux, mais nécessaires, des leurs pour le peuple. Et ceci explique que les alternances politiques ne changent rien. Vous l'avez remarqué en France. Je pense que vous êtes vaccinés maintenant. C'est pour ça que personne au début disait gauche-droite. Vous avez compris que c'est la même arnaque. Ça ne veut plus rien dire. Ça fait un siècle que c'est comme ça. Et alors il est à la mode, c'est vrai, de s'imaginer qu'il y a des décideurs qui se réunissent ensemble en cours de justice machiavélique. Mais à mon avis, les réunions d'intrigants ne sont pas aussi romantiques, ne sont pas aussi imaginaires. À la place, il s'agit encore une fois d'une convergence d'intérêts, d'amitié, d'inimitié, de collusion informelle de volonté, parfois sans plus de bruit qu'un murmure à l'oreille. Et parfois, c'est vrai, il y a aussi des plans. Encore une fois, ils sont ouverts, ils sont à la lumière du jour, et ces plans avancent sur des décennies, parfois sur des générations les unes après les autres. Alors pour ça, il faut aller voir ensuite quelle est l'idéologie, parce que celle-ci, elle est étonnamment quasiment partagée. Là, il y a très peu de divergence sur l'idéologie. Alors quelle est l'idéologie que partagent ces élites ? Tout d'abord, il s'agit d'un consensus sur l'excellence du libéralisme économique, qui s'est imposé comme idéologie globale après avoir surclassé puis abattu le modèle communiste, certes inefficace et peu productif. Il y a un consensus sur le capitalisme, sur Keynes, sur Friedman, sur l'école de Chicago, c'est clair. Il y a un consensus sur l'ouverture des frontières, sur la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Ça, vous l'avez remarqué en France. Il y a un consensus que la performance boursière est une excellente manière de mesurer les résultats de l'activité économique et humaine. Il y a le consensus sur le fait que les forces du marché peuvent résoudre, tôt ou tard, tous les problèmes de manière efficace. Moi, j'ajoute que je pense qu'ils se trompent sur les forces du marché. Aujourd'hui, nous ne vivons pas dans une économie de marché. Cette économie, elle est énormément influencée par justement des lobbies, des intérêts. Les forces de marché ne sont pas réellement en œuvre. Ça, c'est une remarque très personnelle. Il y a aussi un consensus sur la méritocratie et sur l'universalisme, sur le développement du monde avec comme modèle, en tout cas les États-Unis jusqu'à présent, mais de plus en plus, comme modèle, la République populaire chinoise et son capitalisme corporatiste. Ça, on le voit. Il y a un consensus sur la nécessité des gouvernements de mettre en place des gouvernements supranationaux. Ça, c'est clair, je l'ai entendu de nombreuses fois. Et leur argument, c'est que pour résoudre à un niveau global des problèmes globaux, pour déréguler encore plus, tout en ayant une bonne gouvernance, donc il y a un peu ce paradoxe, le seul moyen, c'est d'aller vers le haut, d'avoir une gouvernance mondialiste, et d'éliminer l'État-nation, qui pour eux est un vestige westphalien, si je puis dire, d'un monde ancien. Ils veulent passer à un nouveau monde. Et de plus en plus, on en parle, de nouveau ordre mondial. C'est clairement pas un mot de complotiste. Le président Sarkozy le dit, George Bush le dit, tout le monde en parle. Alors ensuite, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Ça, faut leur demander précisément. Mais clairement, ces mots sont utilisés. Alors en fait, de leur point de vue, je vais me faire l'avocat du diable, si je puis dire. En fait, c'est vrai que le libéralisme économique, de 1990 à 2009, a permis aux pays émergents, pays que je visite souvent pour les affaires avant, il y a eu une croissance immense économique, une explosion de la richesse et de leur classe moyenne. Après tout, ont atteint la classe moyenne 300 millions de Chinois, 180 millions d'Indiens, 91 millions de Russes, 48 millions d'Indonésiens, 50 millions de Brésiliens, 40 millions de Turcs, 30 millions de Mexicains, 17 millions de Sud-Africains. Alors pour ces gens-là, si finalement pour cela le prix à payer c'est que quelques dizaines de millions de Français, d'Anglais et d'Américains s'appauvrissent, tant pis pour eux. Ils n'ont qu'à travailler plus et se défaire de ces états lourds et de ces structures calamiteuses d'État-providence. Le corpulent Bismarck se retournerait dans sa tombe, enfin s'il avait la place.
Sauf que, ce turbo-capitalisme, selon l'expression heureuse d'un Édouard Luttwak, s'est transformé ces derniers temps en une orgie effrénée d'affaires à haut risque. De plus en plus, cette économie libérale, avec moins de règles, est de plus en plus corrompue par la fraude et les excès. Autrement dit, la prétendue liberté d'entreprise et de concurrence n'est qu'un leurre, c'est une illusion. L'économie libérale est tout aussi truquée que le bonneteau pratiqué à la sauvette au coin des rues ou qu'un conseil de ministre d'un gouvernement. Parmi ces élites, certaines commencent d'ailleurs à critiquer ces excès, mais beaucoup se complaisent dans une attitude libérale, libertaire, et c'est même une minorité de nature plus tyrannique se réjouit de cette évolution, se voyant déjà comme des dictateurs en puissance. Ce qui est en fait déjà le cas dans certains pays les plus pauvres, avec leurs élites. Alors du fait de la concentration de la richesse et du pouvoir, ces élites délibèrent entre elles de décisions qui s'appliquent à l'ensemble de la population, alors que celles-ci ont la finalité exclusive de servir leurs propres intérêts. Et ça commence à se voir. Ça commence à se voir de plus en plus. Et ça commence à être compris par les peuples. Moi, je suis toujours impressionné, à chaque fois qu'on fait des conférences, vous êtes 250 aujourd'hui. Il y a 2 ans, vous étiez peut-être 25, 40. C'est en train de se voir de plus en plus, et votre présence ce soir montre la croissance exponentielle de la compréhension. Et probablement, c'est parce que la plupart des peuples sortent de leur torpeur télévisuelle par la perte de leur emploi, de leur logement, du respect de leurs conjoints et de leurs enfants. Parce que ça fait mal. Selon un sondage aux États-Unis en 2010, 79% des Américains pensent qu'un effondrement économique est possible. 79%. Plus personne ne croit au rêve américain là-bas. Qui était, je vous le rappelle, la promesse qu'en travaillant dur et avec un minimum de discipline, nos enfants auront une chance de mieux s'en sortir que nous, de même que nous avons une chance de mieux nous en sortir que la génération qui nous a précédés. Ça, c'est fini. Les Américains et les Européens constatent autour d'eux la réduction de l'investissement dans les ressources humaines, les coupes budgétaires dans l'éducation, dans la santé publique, dans les services sociaux, partout. Les premiers touchés sont bien sûr les enfants, les retraités, les handicapés, les malades mentaux, les étudiants, les enseignants, les SDF. Quelques chiffres pour compléter ce qu'a dit Pierre tout à l'heure sur le déclin notamment des États-Unis. Mais pas seulement. Le déclin de l'investissement dans l'infrastructure, qui est vital pour l'économie. Cet investissement, il n'est plus que 2,4% du PIB aux États-Unis, plus que 5% en Europe, alors qu'il y a encore 9% en Chine. Aux États-Unis, le taux de chômage, alors ça c'est très intéressant, le taux de chômage, il est de 3% si vous gagnez plus de 150 000 $ par an, c'est-à-dire un très bon salaire aux États-Unis. Le chômage passe à 9% si vous êtes dans la moyenne, et il est à de 31% si vous êtes dans les 10% les plus pauvres. Et le chômage chez les 16 à 24 ans, il est de 19%. Chiffre officiel, donc en réalité, ça doit être bien pire. En 1946, les États-Unis avaient 66% des réserves d'or du monde. En 1961, 38%. En 1971, 24%. Probablement aujourd'hui, 0. Leur richesse, elle s'est évaporée. La part de l'industrie financière de le PNB, alors ça c'est l'inverse, elle est passée de 2,5% en 1947, quand c'était un pays puissant, à 4% en 1970, à 8,3% en 2000, et la part des bénéfices de l'industrie financière, elle est passée de 16% en 1985, à 21% en 2000, et à 41% en 2009. C'est-à-dire que leur économie, elle n'est plus basée que sur quelque chose qui est totalement du vent, et qui va s'effondrer. Ce déclin est palpable par tous, par les Américains, par nous. Et le souci pour les élites, c'est que ce sont elles qui ont contribué à le créer, par définition, puisqu'elles étaient aux commandes. Alors nous le savons. La population, le monde, commence à le savoir. Et là, c'est intéressant. Lorsque je discute avec eux, ils ont une attitude très humaine, le déni. Eux ne le voient pas. Alors pour en illustrer une raison, je vais vous faire encore une petite histoire. Cette fois, c'est une blague khazare. Alors c'est une histoire qui se passe en 1877 sur la Volga, dans l'Empire de Russie. On apprend la mobilisation générale pour une énième guerre contre l'ennemi, l'Empire ottoman, le Turc. Dans une famille juive, une mère parle à son fils qui vient d'être mobilisé. « Mon fils, je t'en prie, ne prends pas de risques inutiles, ne fais pas de zèle. Le matin, tu te lèves, tu prends ton fusil, tu vas tuer un Turc et c'est tout. Tu rentres, tu te reposes. Le lendemain, tu fais pareil. Tu prends ton fusil, tu vas tuer un Turc, tu reviens, tu te reposes. Et comme ça tous les jours. » Alors le fils lui dit « Mais maman, et si c'est le Turc qui me tue en premier ?»« Le Turc ? Mais pourquoi il te tuerait ? Tu lui as rien fait. » Pour illustrer le déni.
Et en fait, voilà, ces élites, elles n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont responsables du déclin actuel. Et surtout, ils ne comprennent pas qu'ils vont être blâmés, voire punis. Car ils sont identifiés comme étant en commande, c'est clair. Alors, et c'est là où ça devient intéressant par rapport à ce que disait Pierre aussi, par déni, par crainte d'une révolte, un peu comme des soldats qui, en temps de danger extrême et mortel, éprouvent inconsciemment un sentiment d'objectif partagé, de solidarité, de proximité, il se peut que ces élites réagissent. Alors d'abord, on réduit au silence tous ceux qui tirent la sonnette d'alarme, on limite, voire on interdit la transparence, on met en place un système de surveillance dans lequel aucune autorité centrale n'est responsable, et on accumule délibérément les ambiguïtés et les complexités pour que si, ou plutôt quand, tout se casse la figure, on puisse se retrancher derrière la bonne excuse de « mais qui aurait pu s'en douter ? Ce n'était pas ma faute ». On le voit chez les Sarkozy, comment ils ont préparé le côté de dire « ah mais j'y pouvais rien ». C'est intéressant, et ça c'est que la partie visible. Et ça, moins intéressant et plus grave, parce que face à ce danger de potentielle révolte, les élites, consciemment ou non, mettent en place un nouveau processus de domination. Ça aussi, c'est pas nouveau. Alors il faut que je fasse une grosse parenthèse sur les processus de domination dans l'histoire. En fait, de manière anthropologique, la domination a probablement démarré lorsqu'on a eu conscience de notre mort. La peur de la mort a permis à l'être humain d'être contrôlé par d'autres, par la promesse d'éviter la mort et la souffrance, ou la promesse d'une vie après la mort. Donc ça remonte à super loin. Alors le dominant, que ce soit le chef, le roi, la théocratie, l'État, en fait, il voit la population comme une ressource à la base. Plus ou moins corvéable, plus ou moins totalement soumise, plus ou moins imposable. Là, vous l'avez remarqué que vous êtes imposable en France. Il peut donc en prendre plus ou moins soin en fonction de son intérêt. Mais pour ces gens-là, à la fin, quand on pousse la réflexion jusqu'au bout, finalement, vous êtes du bétail. Et on va prendre soin de vous comme un fermier prend soin de son bétail dans une ferme. Finalement, Orwell, dans Animal Farm, n'était pas très loin de la réalité. Mais enfin, tout ça a évolué, cette domination, elle a évolué, à mon sens, en 4 grandes phases. La première phase, c'est que le contrôle se fait par la force brute. Le fouet, et vous faites ce qu'on vous dit de faire. C'est tout. Alors évidemment, c'est basique, mais c'est pas très productif. Et en plus, ça coûte cher parce qu'il faut beaucoup de contremaîtres, donc des types qui ont le fouet. Et surtout, comme le dominé n'a rien, il doit sa vie qu'au bon vouloir de son maître. En fait, il n'a aucun espoir, donc vous comprenez, il ne va pas trop se fouler. Donc c'est une première phase qui dure un moment, mais qui n'est pas très efficace. Donc là, on va passer à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est l'esclavage ou le servage. Là, ça commence à être intéressant, parce qu'on donne un petit peu de liberté et même des droits aux esclaves. D'ailleurs, certains ont même des éducations très poussées, puisqu'il y a des esclaves précepteurs, dans l'Antiquité, à plein d'exemples, administrateurs, etc. Et bien sûr, si le plus grand nombre est voué aux travaux pénibles, une partie est vouée au service à la personne et aux tâches ménagères, donc pas si dur. Et parfois, même, des esclaves peuvent être émancipés. Donc ça donne beaucoup d'espoir. Alors l'efficacité augmente, mais le coût reste élevé, parce que vous devez les loger, les nourrir, les soigner, etc. Et pour ceux qui connaissent la comptabilité ou qui sont des entrepreneurs, qui ont une entreprise, ce qui est très intéressant avec l'esclavage et le serf, c'est que si on veut, il est placé au bilan de l'entreprise. C'est un actif. Et maltraité, blessé ou mort, sa valeur diminue. Et donc, il diminue ainsi la valeur de l'exploitation de l'entreprise du maître. Donc vous êtes obligé de bien vous en occuper. D'ailleurs, souvent, les lois protégeaient assez bien les esclaves, tant dans l'Antiquité que dans les pays, le sud des États-Unis à l'époque de l'esclavage, etc. Donc c'est pas un bon système. Alors on a inventé, et ça a coïncidé avec la révolution industrielle, comme par hasard, les premiers pays qui ont aboli l'esclavage sont les premiers pays à avoir de l'industrie. On a inventé le salariat. On abolit l'esclavage, mais on crée à la place des ouvriers dans des usines, dans des champs, dans des bureaux. Et en fait, on passe donc le travailleur du bilan aux pertes et profits. Vachement plus intéressant. Avec un salaire juste assez élevé pour se loger, se nourrir, se vêtir, mais juste pas trop élevé pour qu'il puisse vraiment sortir de cette condition et qu'il se barre et que vous deviez en embaucher un autre. Alors, évidemment, certains y arrivent. Et d'ailleurs, ils font rêver les autres. Mais la condition de salarié permet de fortement augmenter la productivité. En plus, le taylorisme a beaucoup aidé là-dedans. Mais justement, la vie reste assez dure. Et surtout, on a vu que
Parce qu'évidemment, il y a des petits malins qui commencent à lire et écrire, donc on voit le début des revendications, des révoltes, des révolutions, et ça la fout mal. Donc ce système dure qu'un temps, il faut passer à la 4e phase de domination, qui est la société de consommation. Vachement bien pensé. Où là, il s'agit d'augmenter la productivité autant que le permettent les ressources naturelles, l'expansion du niveau d'éducation et l'accès généralisé au capital. La population a la liberté de faire ce qu'elle veut, ou du moins ce qu'elle croit vouloir. Elle jouit d'une grande partie de ce qu'elle produit. Ça a été très bien théorisé par des gens comme Kluskar. Et tant qu'elle reste relativement docile, tout va bien. L'innovation permet de produire et d'offrir de plus en plus de produits et de services. La richesse augmente et se répand progressivement à travers toutes les strates de la société. Tout va bien. Les révoltes sont inexistantes ou alors les revendications se font sur des sujets triviaux ou sociétaux. Mais le problème, c'est que tant de liberté, avec tant de liberté, c'est que la population, elle finit par questionner l'autorité. Et donc, pour que cette 4e phase de domination puisse continuer, il faut endoctriner par l'éducation nationale, par les médias. Il faut mettre en place une compétition de tous contre tous, avec l'exacerbation de l'individualisme. On est tous tombés dedans. Moi, c'est toujours très intéressant. Par exemple, bon, je vais me faire des ennemis, mais ici, vous êtes beaucoup à avoir des tatouages. C'est la mode. Ouais, parce que vous voulez être différent. Puis vous voulez montrer votre révolte. Puis donc vous faites tatouer. Puis tout le monde a les mêmes. Puis tout le monde a les tatouages. Puis tout le monde pense qu'il est unique. Voilà, vous êtes tous pareils, uniques. Vous êtes tous uniques et pareils. Ça fait exprès. On va vous donner l'illusion de croire que vous allez vous faire tatouer et donc vous allez être rebelle et fort, mais vous êtes tous pareils. Vous êtes tous rebelles et forts avec vos tatouages. Alors bon, je me fais pas d'amis et ça limite les gonzesses que je peux me tirer en disant ça, parce qu'elles sont vexées en général que je me foute de la gueule des tatouages qu'elles ont sur la cheville, sur l'épaule ou sur le bas du cul. Mais vous êtes fait avoir, et puis en plus ça vous a coûté du fric. Mais enfin, c'est pas grave, hein, faites ce que vous voulez. Mais ça fait partie de ce processus. J'ai été dans le marketing, c'est comme ça que ça marche. Parce qu'il faut faire croire qu'on est libre. Alors encore, là aussi, Kluskar, Chomsky, ils ont fait le boulot. Alors voici une phrase assez intéressante que j'ai repris dans un livre. C'est une phrase qu'aurait dit, alors c'est pas tout à fait certain, qu'aurait dit Lyndon Johnson lorsque, juste après la mort de Kennedy, à J. Edgar Hoover, le patron du FBI. J'ouvre les guillemets. Dans 10, 20 ans, 50 ans et même des siècles, ce sera toujours la même chose. L'électeur nous délègue le sale boulot, il sait que l'exercice du pouvoir doit rester opaque. Parfois, il ne sait même pas à quel point. Et quand il le découvre, il fait mine de s'en offusquer, mais tant qu'il est devant son téléviseur avec une bière bon marché et qu'il y a de l'essence dans le réservoir de sa voiture, il est plutôt satisfait que d'autres fassent le sale boulot à sa place. Ça, c'est un élément important. Ensuite, il y a un autre élément important, c'est la mise en place de capots, de contremaîtres. Mais des contremaîtres subtils, parce que là, il ne s'agit plus d'avoir le fouet. Il s'agit de contrôler votre pensée, de contrôler ce que vous avez le droit de dire et le droit de penser. Et là, on voit les idiots utiles que sont les antifascistes, les antiracistes, les médias achetés ou cooptés, et finalement la mise en place d'un terrorisme intellectuel. D'ailleurs, on voit que ça marche de moins en moins. On se rend compte. Et dernier point, pour maintenir cette phase, il faut créer des problèmes et y amener des solutions. Donc encore une fois, l'ordre par le chaos. Ça, c'est tout à fait juste. Car afin de garder une population unie et confiante dans l'État et dans les élites, il faut créer le problème, immigration massive, et apporter la solution, politique sécuritaire. Conflit de civilisation, guerre préventive. Déséducation et déculturation de masse, faites confiance à ceux qui savent, etc. etc. Le problème, pour eux, pour ces élites, c'est qu'en fait, cette 4e phase marche forcément de moins en moins. Et elle est dans une sorte de cercle vicieux, de spirale vicieuse, parce que endoctriner les gens devient de plus en plus difficile, car avec Internet, qui est un outil de productivité, avec Internet, on court-circuite les médias, qui sont de plus en plus discrédités par la réalité, parce que lorsque vous voyez que ce qui est vrai par rapport à ce que vous entendez dans les médias, vous êtes dans la réalité de tous les jours. On vous dit, non mais il y a de la reprise, vous voyez qu'il y a de plus en plus de chômage. Bon, vous savez que c'est du pipeau. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes écoles. D'ailleurs, surtout pas. Donc, ça ne marche plus. Vous court-circuitez ces médias. Et en plus, l'endoctrinement, par l'abrutissement et la déséducation, et par le fait qu'on rend les enfants de plus en plus couillons et abrutis par l'éducation nationale, ça veut dire qu'ils sont moins capables de bosser, donc d'être moins productifs. Et on réduit l'innovation, on réduit l'efficience.
Et donc, ça amène encore plus de crise économique, et donc moins de rentrée fiscale, donc moins de puissance aux États, moins de consommation, donc moins... Donc, au bout d'un moment, il y a un vrai problème. On commence à décliner on reviendra vers la phase antérieure. Et puis, trop de richesse, trop de liberté rendent la population molle et faible, sans motivation, décadente, incapable, sans rêve autre que sa propre consommation à court terme, et finalement, la recherche de récompenses immédiates et faciles, donc peu motivée de travailler dur pour l'avenir. Ouais, c'est trop dur, je vais pas me réveiller ce matin. Sans parler de l'incapacité croissante de se concentrer plus de 5 minutes sur un sujet. Ça, on le voit chez les gamins. Et l'individualisme rend la population incapable de se mobiliser dans autre chose que son plaisir immédiat. Donc, par la globalisation, les industries délocalisent là où les coûts sont moins élevés, provoquant ici chômage et déclassement social de masse. Et donc, le ressentiment augmente. Enfin, l'État devient de plus en plus gros. Ça, c'est une tendance lourde de tous les États, de tous les organismes complexes, de plus en plus parasite de l'économie réelle, de plus en plus déficitaire, on l'a vu pour les États-Unis, mais c'est pareil en France, et incapable de rembourser ses emprunts, et tôt ou tard, on ne lui prêtera plus. Et là, c'est la fin. Et puis, les ressources naturelles, ça, on n'avait pas prévu, elles commencent à se tarir. Alors en fait, l'idée, c'est que c'est la phase 5, c'est celle que décrit Pierre Hillard par la globalisation, c'est le remplacement de l'État national par une ou plusieurs structures globales ou supranationales, le fameux nouvel ordre mondial qui a été annoncé par la plupart des dirigeants mondiaux ces 20 dernières années. Structure évidemment oligarchique par nature, contrôlée par des entités économiques privées, financières, agroalimentaires, énergétiques, pharmaceutiques, et donc éloignée de tout contrôle démocratique et populaire. Et cette phase, tant par sa nature que son envergure, celle-là est nouvelle. Elle n'a jamais été essayée. Ça n'a jamais existé. Alors, le processus de la mise en place de cette 5e phase, il est largement soutenu par les élites. Et comme vous et moi, les masses ne comptent pas, c'est un processus inéluctable. À moins que, et ça à mon avis, ils n'y ont pas pensé, le tarissement des ressources, qui n'a pas été prévu ni pris en compte, ne réduit si fortement la croissance économique que ces systèmes forcément très complexes ne peuvent pas se maintenir en état de fonctionner. À moins que le réflexe très naturel face à cette perte de pouvoir soit de renforcer des mesures coercitives, de mettre en place un état policier carcéral. Mais ça nous fait régresser vers la phase de l'esclavage, donc on perd en productivité, donc ils vont perdre en revenus, ils vont perdre en richesse, perdre en pouvoir avec cette phase. C'est une phase très peu subtile, et ça va se voir. Donc on va réagir a priori. Donc la révolte, elle va peut-être se faire, mais contre ces élites qui sont identifiées. On a les noms, on a les listes, on sait qui c'est. Bon, sur Internet, il commence à avoir des listes qui circulent, genre si c'est le bordel, voilà qui c'est que je vais me faire. Lui. Non mais vous le trouvez, hein. C'est intéressant. Ça les fait flipper. Alors on peut toujours imaginer qu'on nous élimine physiquement. Mais franchement, avec quel consensus, qui prend la décision, quelle coordination, quels moyens? Et là on pourra en discuter dans les questions-réponses. À mon avis, de manière réaliste, c'est pas possible. À moins que le chaos à venir soit utilisé, mais c'est pas évident. C'est pas évident que ça fonctionne comme ils le veulent. C'est pas simple. Mon expérience personnelle, c'est que de ce côté-là, il n'y a pas de plan. Alors, au-delà de quelques individus originaux qui ont leur bunker planqué, et au-delà, évidemment, des systèmes de ce qu'on appelle de redondance pour la continuation du gouvernement, typiquement pour les armées, par exemple, il y a des bunkers gigantesques aux États-Unis, dans les Appalaches, dans les montagnes Ozarks, dans les montagnes Rocheuses. Il y a des centres de commandement, par exemple, aux États-Unis, c'est le NORAD, le COOP, le site Air. En Chine, il y a le projet 131 ou similaire. En Russie, il y a le mont Yamantau, le mont Kozvinsky. Pour les forces stratégiques et le gouvernement russe, par exemple. Ça, évidemment, ça existe. La France aussi en a des centres de commandement cachés qui sont capables de tenir quelques temps pour quelques personnes. Donc au total, dans le monde, ça pourrait faire tenir quelques centaines de milliers de personnes. Mais c'est pas du tout un plan d'envergure. C'est pas du tout... et surtout, c'est pas exactement un plan sympa. C'est pas un cocon cosy pour ces élites habituées à un mode de vie quand même confortable, etc. Et peu de gens sont pervers, à mon avis, de se réjouir d'un scénario à la Dr. Folamour. Je ne sais pas si vous avez vu cet excellent film de Kubrick avec Peter Sellers qui joue un petit clin d'œil à l'opération Paperclip où les savants nazis sont passés au service de la démocratie et de la liberté américaine. Vous vous souvenez la fameuse réplique « Mein Führer, I can walk !» C'est pour vous réveiller. Mais voilà, vous vous souvenez de cette... À mon avis, ça n'existe pas, ça, ou c'est très rare. Ce genre de folie est rare. Ça reste de la science-fiction, du fantasme. En revanche,
Je crois que la plupart des élites, tout comme nous, elles sont incapables de concevoir que le monde qu'ils ont toujours connu ne peut plus continuer. Comme les élites du passé, se demandant soudain comment se fait-il qu'ils se retrouvent sur l'échafaud, la tête au bout d'une pique, enfin là ils peuvent plus le dire une fois qu'ils ont la tête sur la pique, mais vraiment, vous comprenez, brûlant dans leur château assiégé, ou encore fuyant vers la Suisse avec leurs pièces d'or cousues dans les ourlets de leurs vêtements. Venez. Bref, dans leur monde de pouvoir et de luxe, la réalité ne leur apparaît souvent que trop tard. Un bon livre qui va bientôt sortir chez le Retour aux Sources, mon éditeur, c'est le dernier livre de James Howard Kunstler, Too Much Magic, qui est traduit en français, qui explique très très bien le phénomène de la pensée magique et de la foi dans le progrès, dans la technologie de notre civilisation et de ses élites, et encore plus aveuglé que la plupart des gens par les illusions du monde moderne. Et c'est normal, d'ailleurs, parce que ce sont elles qui ont le plus profité de ce monde moderne. Et je vais prendre une phrase de George Orwell qui disait que, j'ouvre les guillemets, « Les gens sont capables de prévoir l'avenir uniquement dans la mesure où ils coïncident avec leurs propres désirs, et même les faits les plus grossièrement évidents peuvent être ignorés lorsqu'ils sont inopportuns. » Et ça vaut pour eux, je ferme la parenthèse, et ça vaut pour moi aussi d'ailleurs. Alors vous connaissez peut-être, je termine, la thèse que j'écris dans mes livres « Survivre à l'effondrement économique » et « Rue Barbare », c'est que nous sommes à l'aube d'une période de crise de plus en plus forte. Nous sommes à la convergence de tendances lourdes qui sont 1. La raréfaction des ressources naturelles, notamment le pétrole, 2. La destruction des écosystèmes et des ressources agricoles, 3. L'explosion programmée et inévitable et inéluctable du système financier basé sur une croissance infinie et une dette colossale qui provoquera, à mon avis, ce sera le détonateur, à brève échéance, au maximum dans les 10 ans à mon avis, un effondrement économique qui aura des conséquences terrifiantes sur nos vies. En effet, nous vivons de manière totalement dépendante de systèmes complexes qui nous apportent eau, nourriture, énergie, chauffage, électricité, et notre individualisme et caractère enfantin fera qu'en cas de rupture de ces systèmes, donc en cas de manque de tout ce que nous considérons comme normal, comme dû, nous réagirons mal, très mal, avec énervement et violence. Alors, il sera trop tard. À quoi servira une villa somptueuse dans les Hamptons ou à Santa Monica alors que le personnel de maison les aura abandonnés? À quoi servira le ranch en Argentine si on ne peut pas s'y rendre ou s'il a été réquisitionné par le personnel? À quoi servira l'appartement cossu de Neuilly ou du 16e si les hordes de gens affamés et énervés descendent des banlieues en vous désignant comme cible prioritaire du fait de vivre dans un beau quartier, sans parler de la mezouza sur le linteau de la porte? Et si vous arrivez à fuir, qu'est-ce que vont faire ces milliers de membres de l'hyperclasse entre eux, entassés à Saint-Barth, Gstaad, Courchevel ou Saint-Tropez? S'organiser en confrérie de pirates sur le yacht? Je ne pense pas. Donc, pas besoin d'attendre que les Illuminati encapuchonnés réalisent le nouvel ordre mondial et l'apocalypse selon Saint Jean. La fin de notre monde arrive. C'est un signe noir, pour ceux qui connaissent la théorie de Taleb, un signe noir de la taille de Godzilla. Non, pour s'en sortir, il faut qu'on tienne le coup. Alors physiquement, ça veut dire de se préparer à ces crises, petites ou grandes, courtes ou longues. Et pour cela, travailler pour réaliser ce que l'on appelle une base autonome durable, c'est-à-dire un endroit de résilience, d'autonomie, d'autosuffisance. Un endroit où vous pouvez résister dans la durée, tenir le choc. Cela peut être votre appartement en ville, votre maison périurbaine, votre villa de vacances, ou mieux, une maison à la campagne, une ferme, ou encore votre caravane, votre cabanon à la limite, et oui, pourquoi pas, votre ranch en Uruguay, ou votre yacht de 120 mètres, si vous en avez un. Quel que soit l'endroit où vous vous préparez, il vous faut couvrir 7 éléments qui sont l'eau, la nourriture, l'hygiène et la santé, l'énergie, la connaissance, la défense, et le plus important de tous, le lien social. Sans ces 7 éléments, il sera difficile de s'en sortir. Peut-être même impossible. Et certainement très difficile de bien s'en sortir. Alors sans doute, il faudra également rechercher à développer une indépendance, une liberté, une autosuffisance également mentale, psychologique, spirituelle. Et pour cela, il n'y a pas d'autre solution que de faire sécession du système. Sécession dans vos esprits et dans vos cœurs pour l'instant. Mais peut-être plus tard, une sécession réelle du système. C'est là où on les emmerde. Cela commence forcément par vous couper des sources de désinformation que sont les médias officiels, la télévision, le divertissement, les jeux vidéo, surtout les jeunes, les jeux vidéo. Toutes ces drogues subtiles qui nous abêtissent et créent de l'accoutumance culturelle et qui nous empêchent de voir et de ressentir la réalité. Ensuite, apprendre à ignorer et à ne plus subir les capots du système et le politiquement correct. Apprenez à passer entre les gouttes des lois de plus en plus liberticides.
Apprenez à vous informer par vous-même et surtout, réapprenez à penser par vous-même, à remettre en question tous les dogmes et toutes les valeurs que ce système vous a inculquées. C'est pas facile, c'est super dur. Ça va vous prendre des années. Mais si vous êtes là, c'est que vous avez déjà bien entamé ce processus. C'est pas évident de convaincre les autres, en revanche. Mais comme l'alternative, c'est la pauvreté, la violence, la famine, voire la mort, ça devrait être motivant, normalement. Ça veut aussi dire développer votre propre philosophie de vie, vos propres valeurs, qu'elles soient prises à la tradition du monde moderne ou d'un mélange, tant qu'elles fonctionnent au contact du réel. C'est ça qui est important. Par le renouveau d'un lien social sincère, réellement solidaire et utile, vous connectez et vous attachez au nombre croissant de personnes qui sont dans cette démarche. Et je sais que vous êtes nombreuses ici ce soir, nombreux et nombreuses, qui font l'effort, et faire surtout l'effort de chercher ce qui unit au lieu de ce qui divise. Comme le disaient les révolutionnaires américains, et par ailleurs aussi dans une des chansons de Pink Floyd, United we stand, divided we fall. Unis nous tenons, divisés nous mourrons. Alors, si vous êtes croyant, priez et tendez la main aux autres croyants, fussent-ils d'autres religions, ou même aux laïcs. Si vous êtes laïque, tendez la main à ceux et celles qui sont croyants. Si vous êtes de gauche ou de droite, cherchez ce qui vous rassemble, cette gauche du travail, cette droite des valeurs qui ne sont pas si différentes. Si vous êtes identitaire, tendez la main aux personnes issues de l'immigration qui ont des valeurs saines de droiture, de travail, d'honnêteté. Et si vous êtes issu de l'immigration, soyez honnête, soyez droit, développez, évitez le crime et surtout développez la droiture qui vous permettra non pas d'être intégré, mais d'être des vrais hommes, des hommes droits parmi d'autres hommes droits ici. Tendre la main de manière ferme et franche en tant qu'homme libre à d'autres hommes libres. C'est ça aussi, d'apprendre l'autosuffisance et la liberté. Et en récompense de cet effort, notre liberté est retrouvée. Liberté de penser et de vivre par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et donc, il ne s'agit pas de se terrer comme des rats dans un trou, il s'agit d'établir la base logistique et mentale pour tenir le coup et ensuite nous relancer à la reconquête du monde. Un monde qui sera, et ça nous sommes obligés de le croire, nous devons le croire, meilleur et plus sain. Un monde qui sera le nôtre, génétiquement et philosophiquement. Nous le devons à nos enfants, nous le devons à nos ancêtres, et nous le devons à nous-mêmes, car ce monde est possible. Ce monde meilleur, il ne tient qu'à nous, qu'à vous, de le réaliser, et il ne me reste qu'une chose à vous dire, au boulot. Merci. Oui, je voudrais m'adresser à Pierre Hilard. Je suis tout à fait d'accord je partage tout le processus qui tend vers la mondialisation. Mais il y a un petit élément que je suis un peu surpris ou que j'aurais bien aimé que vous insistiez. Mais c'est pas une critique, parce que peut-être que vous le développez par ailleurs dans vos livres. Mais pourquoi vous ne profitez pas de cet instant pour dénoncer le rôle de la franc-maçonnerie ? La question posée ? Oui. Alors, oui, j'aurais pu le faire. Voyez-vous, j'espérais faire ça. Enfin, j'ai fait, je crois, 1h20, 25. J'espérais faire ça plus court. La franc-maçonnerie, joue un rôle, c'est indéniable. Évidemment, pas toute la franc-maçonnerie, dans ce sens qu'il y a une grande partie où c'est uniquement pour des raisons d'ordre professionnels, etc. C'est toujours une minorité. C'est comme la Révolution française, vous aviez des centaines de loges maçonniques, mais je crois qu'il y en avait 4 ou 5 qui ont été vraiment un noyau des révolutionnaires. Oui, j'en parle, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais j'ai eu l'occasion, par exemple, dans mes livres, de parler des Naïbrites, qui est une association donc de franc-maçonnerie juive qui admet uniquement des juifs. D'ailleurs, pour cela, je suis allé carrément dans les locaux à l'époque, ça remonte à presque 15 ans déjà, dans les locaux de la revue Tribune Juive pour avoir une définition de Tribune Juive des Naïbrites, et non pas de définition donnée par Rivarol. Voilà. Et donc, oui, la franc-maçonnerie joue un rôle, mais la franc-maçonnerie obéit à 3 critères. Naturalisme, nominalisme et primauté de l'homme. Primauté de l'homme, l'homme Dieu,
sa propre loi, sa propre référence, etc. Nominalisme, il n'y a pas de vérité, et naturalisme, ben, c'est comment dire, le refus de tout ce qui est religion révélée, le catholicisme en particulier. Je rappelle cet élément qu'un, c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas tout dire, parce que bon, lorsque le pape François a été élu pape le 13 mars 2013, il a reçu les félicitations de la franc-maçonnerie juive, les naïbris d'Argentine. Voilà, c'est mauvais signe parce que la franc-maçonnerie a toujours été condamnée par les papes depuis 1738, le pape Clément XII, je ne sais plus, un pape. Et le judaïsme a toujours été condamné, le judaïsme talmudique, qui nie le côté messianique du Christ. Ben, les deux réunis, ils félicitent le pape François, oui, la maçonnerie est un élément puissant, enfin d'une minorité de l'idéologie maçonnique, enfin les grands. Oui, je veux dire, chez moi c'est tellement évident que j'en parle même plus. Tellement, ah oui, c'est vrai, il y a cette vérole en plus. C'est comme les mouches. Bon. Mais vous avez raison, non, croyez-moi, l'idéologie maçonnique a joué un très grand rôle. Le seul document, voyez-vous, il faut lire le Monseigneur de Lassus, qui évoque bon, c'est 1717, James Anderson, Jean-Théophile Desaguliers, en lisant avec le protestantisme, mais que le premier document sûr des signes avant-coureurs de l'idéologie maçonnique, c'est 1530, 1535, je ne sais plus la date, la charte de Cologne. Voilà. Donc c'est un mal est ancien. Voilà. Rassurez-vous, j'ai pas oublié ces gens-là. Voilà. Bonsoir à tous. J'ai une question pour vous, Monsieur Pierre Hilard. Vous nous avez parlé lors de la conférence de l'effondrement économique des États-Unis. Donc j'ai une question. Quel est le nouvel État ou le nouveau pays n'y a-t-il pas une passation de pouvoir, la Chine ou Israël? Voilà. Donc j'aimerais bien que vous nous apportez un peu plus de votre avis. Alors, l'effondrement en cours des États-Unis, ça c'est sûr. Évidemment, aucune date, on va voir déjà pour le 17 octobre. Est-ce que ça va être le déclic ou bien repousser l'échéance de 6 mois, 1 an, mais un jour ou l'autre. Plus, évidemment, comme disait Piero San Giorgio, la raréfaction des matières premières. On sent le goulot d'étranglement. Après 3 semaines, 3 mois, 6 mois, 2 ans, 5 ans, bon, mais c'est pas pour dans 20 ans. Vous avez deux types de mondialisme. Vous avez le mondialisme anglo-saxon qui considère que le mondialisme, enfin la gouvernance mondiale, doit être organisée à partir d'une colonne vertébrale anglo-américaine, en liaison avec le judaïsme. Et puis vous avez le mondialisme planétarien, on fait une bouillie de tout ça. Bon. Les États-Unis s'effondrant, il y aura des répercussions dans l'organisation territoriale, je pense, des États-Unis. Vous avez d'ailleurs ce géopolitologue russe, un autre, Safarine ou c'est pas Raffarin, hein, rassurez-vous, c'est Taparine, Raffarin, je ne sais plus que son nom, qui avait déjà prévu l'éclatement des États-Unis en plusieurs blocs. Voilà, États-Unis, mais Canada aussi. La finalité, voyez-vous, la finalité, c'est, je vous dis, c'est le bouquin de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, où vous avez une humanité indifférenciée avec des blocs régionaux et un produit hors sol, par exemple le directeur général, si je puis dire, du bloc européen, qui s'appelle Mustapha Meunier, qui n'est plus arabe, qui n'est plus français, mais c'est une bouillie. Voilà, la finalité. Disons que, je me rappelle toujours de cette phrase, de cette femme qui faisait partie de ces truc luciférien, satanique, enfin, comment elle s'appelle, Alice Bailey, qui avait dit cette chose apparemment stupide, qui n'avait pas grand sens à son époque, mais aujourd'hui elle prend un sens particulier. Elle a dit le monde doit être unifié dans ses régions avant d'être unifié en une seule entité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est par étapes. Il faut dégrader, c'est comme la digestion, on mâche, puis il y a un travail, l'estomac, etc. Donc il y aura des étapes de plus ou moins rapides, de dégradation, mais la finalité de la finalité, c'est faire une humanité indifférenciée, voilà, et vous n'aurez pas d'RC Furil pour bloquer le truc, ça sera vraiment, oui. Mais j'insiste sur ce point, c'est que il y a un fond mystique dans l'histoire.
une humanité unifiée, un Dieu unique et un peuple prêtre intermédiaire. Ça, c'est le but, c'est la finalité. Après, la vitesse d'exécution, ça, je ne sais pas. Comment on va faire avaler ça aux Chinois? Alors, les élites chinoises sont en accord avec ça. N'oubliez pas que j'ai stupidement oublié dans la préparation d'aujourd'hui de rappeler le nom de ce fameux think tank chinois qui est l'équivalent du CFR, mais qui est le CFR chinois, qui a été créé par des gens du CFR canadien et du CFR américain, qui ont créé en 49-50 dans ces eaux-là le CFR chinois, qui est en deux langues, anglais-chinois. Les élites chinoises font partie du système. Simplement, c'est Schröder qui avait lâché le morceau. Il parlait de l'Arbeitsteilung, le partage du travail. Il y a une répartition des richesses qui fait quoi? C'est uniquement ça. Voilà. Les élites chinoises se foutent éperdument du peuple chinois. Je rappelle des liens profonds entre le milieu anglo-saxon et les élites chinoises, entre autres depuis le 19e siècle, la guerre de l'opium. Ça, il ne faut jamais oublier, il y a des liens profonds, professionnels, humains, une tradition. Hong Kong, le fait que ça a été une place forte, et c'est toujours une place forte de rayonnement du monde anglo-saxon en Chine, il y a des liens. Nous, Français, on est largués. Hein. Voilà, donc, c'est simplement, les sentiments n'existent pas. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il y a simplement un fort et un faible. Point barre, et une pensée mystique. Il y a un gâteau à se partager et une organisation mystique qui va avec. Voilà. J'aurais une question pour M. Hiller, s'il vous plaît. J'aimerais revenir sur le sujet de la franc-maçonnerie. J'ai écouté attentivement votre intervention sur Méridien Zéro récemment. Oui. Vous évoquiez le fait que le communisme et le national-socialisme étaient des émanations de la franc-maçonnerie. Est-ce que vous pourriez... Des branches protestantes. Branches protestantes de la franc-maçonnerie, exactement, oui. Est-ce que vous pourriez développer et me donner une liste d'ouvrages pour approfondir ce sujet, s'il vous plaît? Non, là, la liste d'ouvrages, c'est moi. Veuillez m'excuser. Je veux dire par là, l'idéologie maçonnique, c'est l'homme en général. Primauté de l'homme. Le national-socialisme et le communisme, ce sont des idéologies maçonniques, enfin des branches protestantes qui se sont spécialisées dans une catégorie d'hommes. Le national-socialisme dans l'aspect ethnique, le germain, allemand, danois, scandinave, blond, enfin l'arien. Donc une vision ethnique appliquée à une communauté germanique. Alors que le communisme, lui, c'est appliqué à une catégorie d'hommes, mais là dans le domaine social, le travailleur. Voilà, ce sont des branches protestantes. Mais voilà, mais le nazisme comme le communisme ont été des laboratoires. Ça, c'est très important, du nouvel ordre mondial. Et maintenant, ce laboratoire, c'est à l'échelle planétaire. Voilà, ils ont été des laboratoires. Voilà, c'est tout, des laboratoires. Ah oui, oui, oui. Il y a un site internet américain que j'aime bien, on peut peut-être ne pas être d'accord sur tout, mais c'est le titre de c'est Alex Jones qui dirige ça, ou je ne sais plus, qui s'appelle Prison Planète. Prison Planète. Les anglo-saxons sont très forts. J'ai souvent cité le cas de ce feuilleton américain-anglais, Le Prisonnier, avec Patrick McGowan. Vous avez le village, qui est la représentation du monde, avec des hommes et des femmes. Pas de personnes âgées, pas d'enfants. C'est lisse. Et Patrick McGowan montre bien cette montée d'uniformisation des esprits, où tout le monde a un numéro, et lui, Patrick McGowan, qui a le numéro 6, qui dit « Je suis un homme libre ». Et dans le dernier épisode, il veut savoir qui dirige, parce qu'officiellement c'est numéro 2, c'est-à-dire Merkel, Cameron, Hollande, ou Obama, ou même Poutine. Parce que Poutine est un membre du système, simplement il veut une part du gâteau, hein, plus solide que le Bangladesh. Et puis oui, je dirais ça une autre fois. Et bien, dans le film, dans le feuilleton, dans le dernier épisode, le héros, Patrick McGowan, numéro 6, arrive à trouver le vrai patron, numéro 1. Et le numéro 1 est un singe. Et le singe, c'est quoi? C'est le singe de Dieu. C'est Lucifer.
Patrick McGowan était catholique et avait même failli rentrer au séminaire. Je me suis intéressé au bonhomme parce que pour faire ça, il avait évidemment, il avait reçu une éducation. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que les gens aujourd'hui ne sont plus éduqués. Quand je dis éduqué, c'est pas dire bonjour à la dame, on ne se touche pas dans un arbre, c'est pas ça. Enfin, si, évidemment, c'est ça. Mais je veux dire par là que l'éducation, c'est la transmission d'un art de vivre pour la France, l'héritage gréco-romain, philosophique, juridique, et puis le christianisme, le catholicisme qui s'est greffé là-dessus. Et la tradition, c'est la transmission. Et depuis quelques dizaines d'années, il y a une rupture dans le domaine temporel, dans le domaine spirituel, avec l'Église catholique, l'Église conciliaire, qui depuis 50 ans a largué les amarres et qui est en voie de judaïsation. Hein, c'est ça, d'ailleurs, c'est ça. Le mondélisme, c'est entre autres la victoire de la synagogue sur l'Église. Humainement, la synagogue va gagner, j'ai bien dit humainement. Et il y a 3 semaines de ça, le pape François a reçu une délégation du Congrès juif mondial. Et ces derniers ont dit que vraiment le comportement de l'Église était beaucoup mieux depuis 5 décennies. Ils ne parlaient pas du Concile de Trente. Bonsoir, j'aurais une question pour Piero San Giorgio. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai peut-être mal compris, mais que les élites ne recourraient pas à une punition physique envers les personnes qui se révolteraient en quelque sorte. Une punition physique, j'entends par là la mort. Il y a un nouveau texte, un nouvel article dans le traité de Lisbonne, qui est l'article 2, qui parle du droit à la vie et qui suggère un retour à la peine de mort dans l'Union européenne. Et la peine de mort est de nouveau autorisée pour réprimer les insurgés. C'est ce qui est marqué, j'ai le texte sous les yeux. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure qui est faite de la part de nos élites, soit pour nous dissuader, ou alors c'est une réelle menace? Alors, bon, je mettrai mon texte en ligne, hein, parce que c'est vrai que je ne suis pas habitué à le lire, donc j'espère que ça a été bien compris. Mais ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est pas forcément toujours un bloc, hein, c'est pas toujours les élites, c'est pas un truc monolithique. En revanche, c'est vrai qu'il y a un article, effectivement, dans la Constitution européenne qui dit que dans certaines conditions, donc en gros, c'est-à-dire quand ils veulent, effectivement, on peut réintroduire la peine de mort, ce qui, par ailleurs, m'enchante au plus grand point. Malheureusement, c'est pour l'insurrection, c'est pas pour le pillage, meurtre, viol, ce qui devrait être normal dans n'importe quelle civilisation humaine. Mais, vol aussi. Mais, ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que une des options, quand vous avez un problème, c'est-à-dire que, voilà, on est nombreux, et on consomme de plus en plus de ressources. Si vous connaissez un petit peu mon œuvre, vous voyez qu'à arriver à un certain seuil de consommation de ressources, nous rentrons dans un déclin brutal qui nous prive l'ensemble d'accès à ces ressources qui sont vitales parce qu'elles permettent à un système complexe de vivre et de nous faire vivre. Je vous fais remarquer, la plupart d'entre nous, on achète notre bouffe dans des supermarchés, notre eau potable, on la sort du robinet et pas du puits et du potager, etc. Donc nous sommes dépendants de systèmes complexes qui dépendent de ces ressources, notamment l'énergie. Ok. Maintenant, une manière de voir l'équation, c'est de dire, mais s'il y a de moins en moins de ressources, parce qu'il y a beaucoup de gens, bah, si on enlève les gens, il reste plein de ressources pour ceux qui restent. C'est logique. Et donc, on y pense, et certainement beaucoup y pensent. Le problème, c'est que c'est la question physique. Comment on réduit la population? Je ne dis pas qu'il faut le faire, il ne faut pas me mésentendre. Mais dans l'esprit des personnes qui pourraient y penser, après tout, il y a ces Georgia Guidestones où il est écrit qu'il serait souhaitable, c'est pas fait par 4 ouvriers de Pittsburgh qui sont réunis pour monter les pierres, hein. C'est des gens, c'est écrit en je ne sais plus combien de langues, etc. C'est un message. Ce serait bien de réduire la population mondiale à 500 millions de personnes. Ça se défend comme projet. Le problème, c'est qu'on est tous ici un peu le bâton dans les roues dans ce genre de projet. Nous et quelques autres milliards de personnes. Donc d'un point de vue purement intellectuel, ok, on comprend le projet, mais physiquement, comment on fait? Alors, on ne peut pas dire à l'armée, bon bah maintenant vous allez tuer les gens dans la rue, parce qu'eux ils se disent non mais attends, moi je vais te péter la gueule. Et c'est ça le problème, lorsqu'on est un 0,01% essayant de dominer le monde et que ça se voit, généralement, et j'ajouterais comme d'habitude, les gens ils se retournent et ils te bastonnent. Donc, physiquement, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, est-ce qu'on peut développer un virus? Mais je ne connais pas un virus qui n'attaque que les pauvres. Ça n'existe pas. Alors, l'effondrement économique, alors pour certains,
c'est provoqué. Moi, je crois pas. Moi, je pense que c'est l'incompétence et que ça arrive et que pour certains disent ils provoquent un effondrement total de l'économie et les riches sont prêts. Mais mon expérience, en faisant du consulting auprès de quelques personnes très riches, je vois qu'ils sont pas du tout prêts, mais pas du tout. Dans cette pièce, ici dans cette salle, je miserais plus sur des gens qui sont dans cette pièce que des gens très riches que je connais, largement. Bon, ça sert à rien de faire des paris parce qu'il n'y aura plus personne pour récolter après. Mais je miserais plus sur des gens qui sont ici aujourd'hui d'ailleurs que sur certaines très riches que je connais. Parce qu'ils n'ont rien prévu, parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ils sont déconnectés de la réalité. Je veux dire, ils ont du personnel qui s'occupe de... Quand ils voyagent, ils ont un avion qui arrive, qui les prend. Je vais vous donner un exemple. Un type que je connais, enfin un client que j'ai, le type il me dit on se voit en Belgique. Je vais en Belgique, alors le type il a loué pour le week-end, comment s'appelle le truc de course Formule 1. Ouais, Francorchamps. Voilà, il se dit voilà, j'ai loué pour utiliser mes nouvelles Ferrari. Donc, le mec il arrive de Moscou en Boeing 737, il se pose, il voit le circuit, donc moi je viens il me paye le voyage, je vais pour juste 1 heure pour discuter, est-ce qu'on peut faire plus, machin, tout ça. Le mec il me dit tu sais quoi, là le gars il me montre, là je cours, j'ai 3 Ferrari, machin, tout ça. Bon ok, moi je m'en fous, mais ok. Et l'organisateur du week-end qui lui a organisé le machin avec l'hôtel et tout ça, lui il lui dit bravo, c'est très bien. Et je suis impressionné, il lui dit bon, je veux que mon fils vienne. Il dit à son pote, tu dis à l'avion de remonter à Moscou, de prendre mon fils, qui me le ramène. Ces gens-là, ils n'ont aucune notion de ce qui est en train d'arriver. Et le jour où le pilote il est plus là, que son adjoint il est plus là, et le commandant en chef des Spetsnaz qu'il a recruté pour être son garde du corps, d'abord le mec le bute et il prend son domaine et puis c'est fini. Ces mecs sont complètement déconnectés, donc c'est très dur de leur faire comprendre. J'ai beaucoup de peine à discuter avec ces gens-là sur des projets comme ça. Bref. Et donc comment est-ce que des esprits malades pourraient imaginer de nous éliminer, à part par la pauvreté? Ça marche, mais il y a encore vachement de marge, parce qu'avant que vous soyez comme les mecs à Calcutta, il faut un moment. Puis même si c'est brutal, eux ils sont pris dedans. Donc moi je réfléchis depuis des années, je vois pas, alors à moins que tout d'un coup il y a un... À moins qu'ils prennent le risque de s'auto-suicider, ils disent voilà, on fait un virus qui tue 90% de la population, puis nous aussi on se prend 90% dans la gueule. Mais franchement ça m'étonne. Donc je pense qu'il ne faut pas aller dans ce que j'essaie de dire peut-être maladroitement, c'est que je pense qu'il ne faut pas aller dans la science-fiction, dans des trucs, mais en même temps rester vigilant parce que des trucs étonnants ils sont capables de le faire. Donc voilà, rester un peu vigilant, mais la paranoïa, à mon avis, n'est pas de mise de ce côté-là. Je pense qu'on a plus intérêt à se préoccuper de comment est-ce qu'on va faire fonctionner notre potager, comment est-ce qu'on va acquérir les compétences pour l'eau, la nourriture, se défendre et tisser le lien social. Parce que lorsqu'on a un bon lien social, on sait se défendre, on a le potager, on a la bouffe, on a l'autonomie, on est indestructible, on est invincible. Ça, voilà. Pardon ? Il y a des gens qui se vaccinent encore ? Bah, je sais pas, moi, il n'y a personne qui ment, mais je suis armé. T'en prends une de puce RFID si on t'en propose ? Pierrot, on va devoir s'arrêter malheureusement. On va devoir s'arrêter. Bon, on note qu'il y a beaucoup de monde, donc on prévoit une salle plus grande et une plage horaire plus large la prochaine fois. Et je remercie Pierre et Pierrot pour leur exposé.